En 68 ans de règne, la reine d'Angleterre n'est intervenue que 4 fois à la télévision. Une parole rare et solennelle. Ce soir-là, à la tombée du jour, Élisabeth II s'adresse à son peuple. I'm speaking to you at what I know is an increasingly challenging time. A time of disruption in the life of our country. Together we are tackling this disease, and I want to reassure you that if we remain united and resolute, then we will overcome it. We will succeed, and that success will belong to every one of us. We will be with our friends again. We will be with our families again. We will meet again. Le lendemain matin, un parfum d'espoir plane sur Londres. 24 millions de Britanniques ont suivi le discours à la télévision. Mêmes audiences records dans tout le Commonwealth, de l'Australie au Canada. En Europe aussi, plusieurs millions de personnes ont écouté le message de la reine d'Angleterre. Mystérieux pouvoir d'une monarque unique dans l'histoire moderne. À 94 ans, Élisabeth II vient pourtant de vivre l'une des pires années de son règne. La pandémie est le point d'orgue d'une longue série noire. Elle a failli perdre son mari, le prince Philippe. Elle a subi une crise politique inédite. Elle a dû répudier son fils Andrew, suspecté d'abus sexuels. Elle a vu son petit-fils Harry et son épouse Meghan choisir l'exil en Amérique. Rupture, scandale, Brexit et solitude. Mais Sa Majesté a fait face, inaltérable, inoxydable, indéfectible. Voici l'histoire des derniers combats d'Élisabeth II. The Duke of Edinburgh has been involved in a car accident near the Sandringham estate in Norfolk. Prince Philip, who is 97, is not injured. Our royal correspondent Nick Witchell is with me now. Tell us what we know, Nick. This happened at about 3:30 this afternoon on the A149, close to the Sandringham estate. The Duke, who was driving himself, was pulling out of a driveway when there was a traffic accident involving another vehicle. The Range Rover that the Duke was driving turned over. According to an eyewitness, the Duke was conscious, but he was very, very shocked and shaken. Quand on l'a informé de l'accident, Élisabeth II a cru un instant qu'elle avait perdu l'homme de sa vie, ce compagnon inébranlable qui est son seul refuge depuis plus de 70 ans. Cauchemar récurrent. Cela fait longtemps que la reine essaye de persuader son époux de renoncer à conduire. Cet accident va-t-il enfin le convaincre? Pas du tout. 2 jours plus tard, un photographe du Mail on Sunday, un tabloïd britannique, surprend le prince Philippe au volant d'une nouvelle Land Rover et, qui plus est, sans sa ceinture attachée. Récidive. Non seulement il a recommencé à conduire 2 jours après l'accident, mais en plus, sans mettre sa ceinture. Voici un homme qui a provoqué un accident très grave avec une voiture transportant un bébé à l'arrière. Et on a l'impression qu'il s'en foutait complètement. Et franchement, connaissant le prince Philippe, je pense qu'il s'en foutait totalement. Cette fois, le mari de la reine est néanmoins contraint de remettre son permis aux policiers. Fin de l'histoire? Pas vraiment. Dès le lendemain, Philippe, comme la loi l'y autorise, prend à nouveau un véhicule pour continuer à conduire dans le parc de son château. Pendant que son compagnon continue de défier le compte à rebours de l'existence,
Élisabeth II, elle, retourne faire son travail de reine, comme si rien ne s'était passé. Visite à la base aérienne de Marham, dans le Norfolk. Salutations aux gradés, sourire chaleureux aux femmes officiers. Mission accomplie, comme d'habitude. Alors à quoi pense Élisabeth II tandis qu'elle quitte la base aérienne? Mystère royal. Personne ne sait ce qui se passe vraiment dans la tête de la reine. Et pourtant elle l'écrit, chaque soir, depuis près de 70 ans, dans ses carnets intimes qui font fantasmer tous les historiens du royaume. Par contre, on peut l'imaginer. Ce soir-là, malgré le récent accident de son mari, la reine a sans doute noté quelques phrases simples et factuelles. Juste les mots d'une cheville ouvrière de la royauté, consciencieuse et appliquée. Sans tortures intérieures, sans état d'âme. La reine a des sentiments, mais la reine vit depuis sa naissance cette étrange existence dénuée de toute vie privée. Elle a été élevée avec le sens du devoir, sans connaître le luxe d'avoir des sentiments personnels. Elle a passé toute sa vie à censurer ses émotions, à les cacher, à elle-même autant qu'aux autres. Le deuxième chapitre de la série noire débute quelques jours après l'accident du prince Philippe. Toujours à l'affût de feuilletons juteux, la presse populaire britannique a flairé un croustillant filon. Le duel des princesses. Selon les tabloïds, une furieuse empoignade se déroulerait en effet derrière les murs du palais de Kensington, où cohabitent les épouses du prince William et du prince Harry, les petits-fils de la reine. Meghan bousculerait le personnel, Kate ne supporterait pas que sa belle-sœur incendie ainsi ses fidèles serviteurs. Kate la discrète, Meghan l'hystérique, cherchait l'intruse. Il y a eu plusieurs articles sur le comportement difficile de Meghan. On écrivait que Meghan ne voulait pas suivre les règles royales, que son surnom au palais c'était « Moi d'abord ». L'opinion publique commençait à basculer. Meghan devenait cette divorcée américaine, actrice, venue voler un prince d'Angleterre. Meghan Markle vient d'un autre monde. Elle est en effet américaine, actrice, divorcée, et elle est aussi métisse et féministe. I'm a California girl, born and raised, so the flip-flop culture is part of just who I am. I love my cutoffs and flip-flops and being as relaxed as can be. Ignorant les préjugés, Élisabeth II est convaincue que d'Hollywood à Buckingham, la métamorphose est possible. L'arrivée de cette femme libre et moderne va donner un signifiant coup de jeune à la monarchie britannique. Pour s'assurer du succès de son entreprise, la reine, au lendemain du mariage de son petit-fils, a emmené Meghan avec elle dans le comté de Cheshire, au nord de Liverpool, faire ses premiers pas de membre de la famille royale. Entre l'actrice américaine et la monarque britannique, le courant a semblé passer. Malgré son âge et l'héritage qu'elle représente, la reine est une modernisatrice. Elle sait comment rester pertinente. Et elle savait qu'en accueillant cette femme glamour,
et venue de la diversité, cela rendrait la monarchie plus légitime pour un plus grand nombre de gens, ce qui est bon pour la monarchie. Même si la presse populaire a choisi de s'en prendre à Meghan, Élisabeth II ne s'est pas trompée. La jeunesse britannique applaudit cette princesse moderne qui bouscule les traditions rétrogrades. Comme si l'histoire se répétait. Un quart de siècle après la mort de Diana, le vieux royaume d'Angleterre voit à nouveau apparaître une princesse différente, indépendante, rebelle. À son époque, Diana avait subi sans broncher les diktats du protocole pendant plusieurs années avant d'affirmer sa différence. Meghan va aller beaucoup plus vite. Enceinte, l'épouse du prince Harry va rejeter la tradition qui veut que chaque grossesse royale devienne une affaire publique. Arrivée à son terme, Meghan délaisse ainsi la clinique fétiche de la couronne pour aller accoucher en catimini dans un hôpital méconnu du centre de Londres. Et après la naissance d'Archie, la princesse métisse ignore le sacro-saint rituel selon lequel tout nouveau petit prince doit être présenté au royal sujet via les médias dès sa sortie de la maternité. Si Harry et Meghan refusent de présenter leur fils Archie au public, c'est sans doute aussi à cause de ce tweet posté par Denny Baker, un animateur radio de la BBC, quelques heures après la naissance. Le point d'orgue d'un racisme latent à l'égard du couple, dans les médias et sur la toile. Je sais que Meghan et Harry ont perçu beaucoup de racisme dans les commentaires de la presse anglaise. Quand on voit des titres comme « Sortie du ghetto » ou des articles sur son ADN exotique, oui, sortie du ghetto, c'était faux dans les faits. Et parler de son ADN exotique était excluant. Donc, oui, peut-être qu'il y a eu des sous-entendus racistes dans la presse. Dans le passé, la tradition était d'ignorer ce genre de choses, mais ils ont refusé d'accepter cela. Ils ont fait bloquer des sites sur le net, ils ont passé du temps à chercher les trolls pour les empêcher de répandre leur haine. 15 jours après la naissance, sur l'insistance de sa grand-mère Élisabeth II, Harry présente néanmoins son fils nouveau-né aux voraces objectifs de la presse royale. Mais si certains réactionnaires du royaume étaient impatients de savoir si Archie ressemblait plutôt à sa mère ou à son père, en clair s'il était plutôt noir ou plutôt blanc, ils en sont pour leurs frais. Who does he take after? Does he look like anyone? We're still trying to figure that out. Everyone says the baby's changed so much over 2 weeks. We're basically sort of monitoring how the changing process happens over this next month, really. But his looks are changing every single day. Yeah, so who knows? Can we have a little peek at him? Just can't quite see his face. Wow. Le service est minimum, la rupture semble consommée. Ce soir-là, seule dans sa chambre, la reine est inquiète. La belle Meghan n'a pas compris que pour être membre de la famille royale, il faut faire des sacrifices. Que les conventions ne sont pas une censure, mais une cuirasse quand on sait les utiliser. L'épouse de son petit-fils lui rappelle tellement la princesse de Galles. Lumineuse et généreuse, comme Diana. Adorant la chaleur des projecteurs,
mais repoussant les flashs des journalistes, comme Diana. La reine fait une prière. Elle se souvient du divorce de sa belle-fille, de sa disparition brutale. Mon Dieu, évitez-moi une nouvelle tragédie. Le pari de la reine prend l'eau. Mais le feuilleton n'est pas fini. Un nouveau chapitre périlleux s'ouvre 10 jours plus tard. Ce 24 juillet 2019, le conservateur Boris Johnson, ancien maire de Londres et trublion du parti de droite, va être reçu par Élisabeth II pour sa première audience privée en tant que nouveau Premier ministre. En 67 ans de règne, c'est le 14e Premier ministre que reçoit la reine et rien ne change. Courbette d'un côté, sourire diplomatique de l'autre, comme d'habitude. Élisabeth II a toujours gardé ses distances avec ses chefs de gouvernement. Elle n'est jamais devenue amie avec aucun. Elle appartient à un monde qui n'a que faire des politiciens. Elle les met tous dans le même sac, de gauche, de droite. Elle les supporte, sachant que la vie politique étant faite, l'un remplacera l'autre, tandis qu'elle est toujours là. Boris Johnson n'est pas un Premier ministre de consensus et de compromis. C'est à la hussarde qu'il entend atteindre son objectif, quitter l'Union européenne au plus vite et sortir le pays de l'impasse dans laquelle il végète depuis 3 ans. Le lendemain de son entrevue avec la reine, dans son premier discours devant le Parlement britannique, Bojo passe à l'attaque. Our mission is to restore trust in our democracy and fulfill the repeated promises of Parliament to the people by coming out of the European Union and doing so on October the 31st. Confronté à un Parlement hostile, Boris Johnson va forcer le passage. The great Brexit divide that started off as Leave versus Remain is finally coming down tonight to government versus Parliament, with the people and the Queen caught somewhere in the middle. To cheers from his supporters and howls of outrage from opponents, the Prime Minister announced this morning that he was suspending Parliament for longer than usual. Dans les heures qui suivent l'annonce de la suspension du Parlement, des milliers de manifestants anti-Brexit convergent vers le centre de Londres et accusent Boris Johnson d'avoir pris la reine en otage pour réaliser son coup de force. C'est en effet Élisabeth II qui a signé le décret, ce qui est à la fois sa prérogative et son devoir. Boris Johnson a dit « Je veux suspendre le Parlement. Je veux que vous signiez le décret. » Et la reine a signé. Selon la Constitution, la reine est guidée par son Premier ministre. Si son Premier ministre dit que c'est OK, elle doit l'accepter. C'est notre Constitution. La reine ne se sent jamais manipulée par les hommes politiques. Ils essayent tous de la manipuler, mais elle ne se laisse pas manipuler. Si elle avait dit à Johnson, écoutez, ce décret m'est insupportable, peut-être que Johnson aurait réaménagé le décret, mais elle ne l'a sans doute pas fait. Pendant que les rues de Londres sont en ébullition et que toute la classe politique débat de son rôle, actif ou non, dans la suspension inédite du Parlement, la reine, elle, est partie en vacances 600 km plus au nord, dans son château écossais de Balmoral. Au programme, cornemuse et caresse au poney.
Mais derrière le silence royal, certains décèlent une conviction profonde de Sa Majesté. Et si, dans son fort intérieur, Élisabeth II penchait plutôt du côté du Brexit? C'est une rurale dans l'âme qui se méfie de l'establishment intellectuel, pro-européen, cosmopolite des grandes villes. Elle est chef du Commonwealth, la grande famille d'outre-mer, et à ses yeux, le destin de l'Angleterre, c'est plus du côté de ses anciennes colonies et ex-dominions que du côté de l'Union européenne. Pour tout cela, la reine, me semble-t-il, est pro-Brexit, mais elle ne l'a jamais dit. Je ne chercherai jamais à deviner ce que pense la reine, si elle est pro ou anti-Brexit. Personne ne connaîtra jamais son avis sur le sujet. Elle n'en parle pas de peur que ça s'ébruite, car cela créerait une crise constitutionnelle. Ce n'est pas son rôle de créer une crise constitutionnelle. Et pourtant, même si Élisabeth II voulait l'éviter à tout prix, la crise constitutionnelle est là. Car à Londres, une partie des manifestants pensent eux aussi que la reine savait très bien ce qu'elle faisait en signant le décret muselant le Parlement anti-Brexit. Mi-septembre, la Cour suprême, la plus haute instance judiciaire du Royaume, va clore le sulfureux débat. The decision to advise Her Majesty to prorogue Parliament was unlawful because it had the effect of frustrating or preventing the ability of Parliament to carry out its constitutional functions without reasonable justification. Le Premier ministre Boris Johnson a donc basculé dans l'illégalité en demandant la suspension du Parlement. C'est sans précédent dans l'histoire moderne du Royaume-Uni. La balle est dans le camp de la reine, qui, selon sa religion en politique, choisit surtout de ne rien faire. Elle s'est retrouvée dans une position où le leader de l'opposition aurait pu lui demander de renvoyer le Premier ministre en place et de nommer un nouveau gouvernement. Et cela aurait été le pire scénario pour elle. Elle ne veut pas s'impliquer. 3 semaines plus tard, au palais de Westminster, a lieu le très solennel discours du trône. Élisabeth II n'a pas changé de Premier ministre. Boris Johnson a sauvé sa tête. Comme l'exige le protocole royal, la monarque, vêtue de ses plus beaux atours, ouvre chaque année la session parlementaire en lisant le programme de son Premier ministre devant les 650 députés et sénateurs. My Lords and members of the House of Commons, my government's priority has always been to secure the United Kingdom's departure from the European Union on the 31st of October. Élisabeth II, ce jour-là, affiche sa mine des mauvais jours. Sourcils froncés, regard grincheux. La reine semble lassée des conflits et des intrigues inhérentes à son pouvoir et de l'impopularité qui en découle. Good morning. This is an NBC News special report. NBC News has learned that disgraced financier Jeffrey Epstein is dead. Epstein took his own life while he was behind bars here in New York City, facing charges of sex trafficking. Pendant qu'en Grande-Bretagne, la reine subit l'imbroglio politique du Brexit, de l'autre côté de l'Atlantique, aux États-Unis, se déclenche une tornade qui va faire trembler la couronne tout entière. Le 10 août 2019, Jeffrey Epstein est retrouvé pendu dans sa cellule de la prison de Manhattan. Au début des années 2000, Jeffrey Epstein est l'un des conseillers financiers les plus cotés des États-Unis. Son carnet d'adresses est une constellation de puissants et de célébrités. Mais derrière le richissime magicien de Wall Street se cache aussi un redoutable prédateur sexuel.
Jeffrey Epstein recrutait des jeunes femmes mineures, souvent pauvres et paumées, et sous couvert de massage, les poussait à la prostitution. À cette époque, parmi les amis célèbres du financier aux deux visages, on trouve notamment le prince Andrew, le fils cadet de la reine. C'est par l'intermédiaire de l'anglaise Ghislaine Maxwell qu'Andrew a rencontré Epstein. Compagne officielle du milliardaire séducteur, Ghislaine est une amie de longue date du prince. Une personnalité comme Epstein est particulièrement attirante pour quelqu'un comme le prince Andrew. Le prince Andrew a sûrement été impressionné par cet homme sophistiqué et mondain qui pouvait lui offrir le style de vie qu'il désirait. Le 17 août 2019, 8 jours après le suicide d'Epstein, le tabloïd anglais le Mail on Sunday diffuse sur son site internet ces images chocs tournées en décembre 2010 à New York, alors que la justice américaine instruisait une enquête contre le financier pour sollicitation de prostitution envers des mineurs. On y voit Jeffrey Epstein sortant de son hôtel particulier de Central Park, accompagné d'une jeune fille qui le suit docilement. Et quelques minutes plus tard, c'est le prince Andrew qui est filmé par le caméraman en planque, raccompagnant lui aussi une jeune femme à la porte. Son Altesse royale en flagrant délit d'amitié toxique. Le prince Andrew a dit qu'il était allé chez Jeffrey Epstein en 2010 parce qu'il voulait mettre un terme à leur amitié, ce qui n'a aucun sens. Il pensait sans doute, stupidement, « Je vais régler ce problème, je vais aller à New York, habiter chez lui pendant 4 jours, me promener avec lui dans Central Park pour lui dire « Désolé, notre amitié est finie ». C'est naïf, c'est de l'arrogance. Il pouvait très bien faire ça par email ou par téléphone. Cet homme est un parfait imbécile s'il pensait que c'était OK pour un membre de la famille royale d'être pris en photo en compagnie d'un criminel sexuel. En cette fin d'été 2019, les révélations se multiplient. La presse anglaise publie une nouvelle photo tirée du dossier d'enquête du FBI qui montre le prince Andrew tenant par la taille une jeune fille blonde employée par Epstein à l'époque. Le scandale gronde. Durant ces jours sombres, la reine a du mal à tenir son journal. Que pourrait-elle y écrire? Sa déception? Sa douleur? Non. Ce qui habite Élisabeth II dans ce grand moment de solitude, ce qui la torture, c'est le poison de la culpabilité. Le doute sur sa propre existence. La reine se demande si elle n'a pas sacrifié ses enfants sur l'autel de la monarchie et de ses devoirs. Si elle a su être une bonne mère. Le moteur de la reine Elisabeth n'est pas le pouvoir en tant que tel, c'est pas une femme politique. Le moteur, c'est la charge. Elle n'a pas été une bonne mère. Elle a été indifférente parce qu'elle a sacrifié sa vie de famille à la charge de reine. Excellente grand-mère, parce que là, elle a pris le pli de la fonction, mais très mauvaise mère. Douter est une faiblesse, le devoir est une force. Début septembre, oubliant Andrew qui vacille, Élisabeth II envoie Harry et Meghan en visite officielle en Afrique du Sud. La mission du couple, porter haut les couleurs du royaume à l'autre bout du Commonwealth. Les aventures africaines d'Harry et de Meghan sont suivies par plus de 11 millions de followers sur leur compte Instagram. La stratégie de la reine, moderniser l'image de la monarchie britannique dans tout le Commonwealth grâce au sourire de la princesse métisse, semble fonctionner.
Mais Meghan et Harry ne sont pas là uniquement pour jouer les VRP de la couronne. Ils ont aussi des comptes à régler. Dans un nouveau défi au tabloïd britannique, le couple princier expose pour la première fois leur fils Archie aux objectifs des caméras lorsqu'ils vont le présenter à l'archevêque Desmond Tutu, héros de la lutte anti-apartheid. Archie est plutôt blanc, donc. Mais le message de Meghan est noir. Ce voyage va aussi permettre au jeune prince de faire passer un autre message, celui qui lui tient sans doute le plus à cœur. Avant toute chose, Harry est l'héritier de sa mère Diana. Plus de 20 ans plus tôt, la princesse de Galles, séparée de son mari Charles, était venue ici, en Angola, pour attirer l'attention des médias internationaux sur la tragédie des mines antipersonnelles abandonnées sur le théâtre des guerres un peu partout sur la planète. Un an après la visite de Diana en Angola, l'ONU interdisait l'utilisation de ces mines tueuses de civils partout dans le monde. Mais il en reste encore et Harry veut finir la croisade de sa mère. Le monde est devenu meilleur grâce à toi, maman. Mais derrière cette fierté, le prince cache aussi une cicatrice profonde, laissée par la disparition brutale de sa mère, morte dans un accident de voiture à Paris alors qu'elle était suivie par une horde de paparazzi. Harry n'avait que 12 ans. Confession. Being here now 22 years later, trying to finish what she started, yeah, it will be incredibly emotional. But everything that I do reminds me of her. But as I said, with the role, with the job, and the sort of the pressures that come with that, I get reminded of the bad stuff. Every single time I see a camera, every single time I hear a click, every single time I see a flash, it takes me straight back. So in that respect, it's the worst reminder of her life as opposed to the best, unfortunately. I don't know whether there's a little bit of worrying about your wife being under the same pressure as your mother was under? I think for me and for my wife, you know, of course there's a lot of stuff that hurts, especially when the majority of it is untrue. But I will not be bullied into playing a game that killed my mum. Le dernier jour de la visite africaine, c'est au tour de Meghan de livrer ses confidences. Elles vont dans le même sens que celles de son mari. De nos jours, c'est un calvaire d'être une princesse. I had no idea, which probably sounds difficult to understand here, but when I first met my now husband, my friends were really happy because I was so happy, but my British friend said to me, "I'm sure he's great, but you shouldn't do it because the British tabloids will destroy your life." And I very naively, I'm American, we don't have that there. What are you talking about? That doesn't make any sense. I'm not in tabloids. I didn't get it. So it's, yeah, it's been complicated. Nous devons être vus pour être crus. En ce début octobre 2019, cette maxime qu'elle a si souvent répétée aux membres de sa royale famille tourne et retourne dans l'esprit de la reine. Pour Élisabeth II, les déclarations d'Harry et de Meghan ne sont que défaillance et autocomplaisance.
La presse est un mal nécessaire pour un membre de la famille royale. Dans son journal intime, la reine consigne son dépit. Ou pire encore, sa possible incapacité à ramener son petit-fils et son épouse dans le royal chemin. Pour Élisabeth II, pourtant, le pire reste à venir, la disgrâce. Loin du royaume, à New York, Virginia Roberts, victime emblématique de Jeffrey Epstein, accorde une interview à la BBC, la télévision britannique. C'est elle que le prince Andrew tient par la taille sur la photo diffusée par le FBI. Virginia Roberts avait 17 ans lorsqu'elle a été recrutée par Epstein. Adolescente en perdition, elle est devenue le jouet sexuel du milliardaire pendant 3 ans. Ce dernier l'a partagée avec ses amis prestigieux, comme le prince Andrew. How many times did you have sex with Prince Andrew? There was 3 times. And where was that? Guylain's townhouse in London, Jeffrey's mansion in New York, and Jeffrey's Island in the Caribbean. Guylain tells me that I have to do for Andrew what I do for Jeffrey. And that made me sick. It was disgusting. He wasn't mean or anything, but he got up and he said thanks and walked out, and I sat there in bed just horrified and ashamed and felt dirty, and I had to get up and go have a shower. And you know, the next day, Guylain tells me I did a really good job. You know, she pats me on the back and said, "You made him really happy." It was a wicked time in my life. It was a really scary time in my life. I had just been abused by a member of a royal family. Enregistrée à New York début novembre, l'interview de Virginia Roberts doit être diffusée début décembre. Alerté, Andrew panique. Sans en informer sa mère la reine, il décide alors d'accorder un entretien à la BBC, à condition que celui-ci soit diffusé avant celui de Virginia Roberts. L'interview du prince est réalisée en direct le samedi 16 novembre au soir, depuis le palais de Buckingham déserté pour le week-end. July of this year, Epstein was arrested on charges of sex trafficking and abusing dozens of underage girls. One of Epstein's accusers, Virginia Roberts, has made allegations against you. She says she met you in 2001. She dined with you, and she went on to have sex with you in a house belonging to Ghislaine Maxwell. Your response? I have no recollection of ever meeting this lady. None whatsoever. You don't remember meeting her? No. That couldn't have happened because the date that is being suggested, I was at home with the children. You know that you were at home with the children? Was it a memorable night? On that particular day that we now understand is the date, which is the 10th of March, I was at home. I was with the children. I'd taken Beatrice to a Pizza Express in Woking for a party at, I suppose, sort of 4 or 5 in the afternoon. Why would you remember that so specifically? Why would you remember a Pizza Express birthday and being at home? Because going to Pizza Express in Woking is an unusual thing for me to do. A very unusual thing for me to do. She provided a photo of the two of you together. Yes. Your arm was around her waist. Yes. You've seen the photo? I've seen the photograph. How do you explain that? I can't. Because I have absolutely no memory of that photograph ever being taken. Do you recognise yourself in the photo? Yeah, it's pretty difficult not to recognise yourself. So it's possible that it was you with your arm around that's her waist? me, but whether that's my hand or whether that's the position, I have simply no recollection. I wonder if you have any sense now of guilt
regret or shame about any of your behavior and your friendship with Epstein? Do I regret the fact that he has quite obviously conducted himself in a manner unbecoming? Yes. Unbecoming? He was a sex offender. Yeah, I'm sorry, I'm being polite, in the sense that he was a sex offender. Le lendemain matin, la presse anglaise se déchaîne contre le prince Andrew. Pas un simple mot de remords, titre le Mail. Le duc des porcs, renchérit trop. Le duc avait un alibi pizza, ironise enfin le Sunday Times. Non seulement il s'est complètement coulé lui-même, mais il a aussi rappelé à tout le monde les pires côtés de la monarchie. Toute cette vénalité, cette dimension rétrograde. Il a dit qu'il n'avait pas remarqué les jeunes femmes autour d'Epstein parce qu'elles étaient des employées et qu'il ne faisait pas attention aux employés. Vous vous rendez compte? Avoir grandi dans un monde qui vous rend aveugle aux gens autour de vous, qui deviennent de simples objets comme cette chaise? Au palais de Buckingham, c'est la consternation. Les dames de compagnie regardent ailleurs, les conseillers filent droit. Élisabeth II est furieuse. Quand la reine a appris la nouvelle à propos de l'interview, elle n'était pas simplement choquée, elle était en colère. En colère qu'un membre de sa propre famille, son fils, ait entraîné tout son camp dans sa chute et a porté la honte. Et à la suite de cela, elle a pris la décision, une décision très dure, de le renvoyer de la famille royale, de lui retirer toutes ses fonctions. C'est Andrew lui-même qui est chargé par sa mère de se faire harakiri. J'ai demandé à Sa Majesté si je pouvais démissionner immédiatement de toutes mes fonctions officielles et elle m'a donné sa permission, écrit le prince dans un communiqué. Du pur Élisabeth II. La reine est une personnalité autoritaire, mais son grand génie, dans toutes les crises qu'elle a affrontées en 68 ans de règne, a toujours été de ne pas le montrer. Quand la reine prend conscience de l'ampleur du scandale, une main de fer dans un gant de velours, on se débarrasse d'Andrew, mais le lendemain, on va à l'église en compagnie d'Andrew devant les photographes. Fin décembre 2019, un mois après le suicide médiatique d'Andrew et son bannissement de la famille royale, Élisabeth II prononce le traditionnel discours de Noël, diffusé sur toutes les chaînes de télévision du royaume. Au cours de son intervention, où elle mentionne les premiers pas de l'homme sur la Lune, le débarquement durant la Seconde Guerre mondiale et la naissance de Jésus-Christ, la reine d'Angleterre, dans une courte phrase, évoque les épreuves successives qu'elle vient de subir. The path, of course, is not always smooth, and may at times this year have felt quite bumpy, but small steps can make a world of difference. Mais la reine n'a pas été au bout de ce chemin chaotique. Début 2020, la série noire continue. The Duke and Duchess of Sussex have announced that they are carving out what they call a new role for themselves. In a statement released in the last few minutes, they say they intend to step back as senior members of the royal family and work to become financially independent. Le départ spectaculaire de Harry et Meghan ébranle profondément l'institution monarchique. La modernisation voulue par Élisabeth II s'est transformée en bombe à retardement. Syndrome d'une époque globale, dominée par les réseaux sociaux, c'est sur le site Instagram du couple qu'est tombée la nouvelle.
Nous projetons désormais de partager notre temps entre le Royaume-Uni et l'Amérique du Nord. Cette décision sans appel prend tout le monde par surprise. Harry et Meghan n'ont ni demandé le feu vert, ni même informé la reine avant de communiquer. Toutes les négociations se conduisent en privé. Ensuite, on présente un front uni au monde extérieur, à la presse. Harry et Meghan ont fait tout le contraire. Comme un conseiller du palais me l'a dit, c'est comme s'ils avaient braqué un pistolet sur la tempe de la reine. Depuis la mort de sa mère Diana, Harry était devenu le petit protégé d'Élisabeth II. Plus dure est la blessure. Une source proche de la reine m'a dit que la reine s'était sentie totalement trahie par Harry et Meghan. Elle est sortie de sa réserve pour accueillir Meghan, pour que le couple se sente bien, pour leur offrir la vie royale dont ils rêvaient. Harry, disait cette source, se comporte comme un adolescent capricieux. Le 13 janvier, 5 jours après l'annonce de son exil volontaire, et alors que son épouse Meghan et son fils Archie sont déjà partis pour le Canada, le prince Harry est convoqué par sa royale grand-mère pour une réunion de crise au château de Sandringham. La reine organise un conclave familial pour régler le cas d'Harry. Harry, qui est adorable mais n'est pas très intelligent, n'a rien compris qu'il est tombé dans un piège parce qu'il est en minorité. Il a contre lui un front absolument implacable. La reine, le prince Charles, le prince William, la dame de compagnie et 3 secrétaires privés. Et Meghan n'est pas là. Et donc la reine est complètement maître de la situation. Harry est tombé dans un guet-apens. Derrière les murs centenaires du château, Harry plaide sa cause. Le duc de Sussex espérait conserver son titre d'Altesse royale, donc continuer à représenter la reine en Amérique, ce qui lui garantissait une force de frappe inégalable pour ses multiples actions caritatives. C'est raté. On peut quitter la famille royale, mais dans ce cas-là, on part sans rien emporter. On ne peut pas espérer s'installer de l'autre côté de l'Atlantique et utiliser les avantages de la famille royale pour devenir financièrement indépendant. Ce n'est pas comme cela que fonctionne la royauté. On ne peut pas avoir un pied dedans, un pied dehors. On est dedans ou dehors. La reine était inflexible à ce sujet. C'était une décision radicale et cela a dû être difficile pour elle. Mais son petit-fils avait choisi de partir, à lui d'en assumer les conséquences. Inquiète pour son vieux mari, déstabilisé par l'ouragan Boris Johnson, meurtri par son fils, abandonné par son petit-fils, Élisabeth II encaisse coup sur coup. Alors, en ce début 2020, une rumeur récurrente qui est apparue à chaque fois que la monarchie a tremblé depuis 12 mois agite à la fois les milieux soi-disant bien informés et les comptoirs des pubs. La reine, forcément ébranlée, forcément affaiblie, forcément lasse, va-t-elle renoncer au trône? Ceux qui doutent ainsi de l'obstination d'Élisabeth II devraient réviser la biographie de la monarque. There is a motto which has been borne by many of my ancestors. I serve. I declare before you all that my whole life, whether it be long or short, shall be devoted to your service and to the service of our great imperial family to which we all belong. Elle a prêté serment en 1947, elle a prêté serment en 1953 lors de son couronnement. Elle est très pieuse, elle est l'autorité suprême de l'Église anglicane. Et elle s'est engagée devant Dieu pour chaque jour de sa vie. Cela veut dire jusqu'à son dernier souffle. La dernière chose qu'elle ferait serait d'abdiquer.
Soit elle va mourir sur le trône, soit, si elle est déclarée incapable, il y aura une régence jusqu'à sa mort. Dans la nuit qui l'enveloppe chaque soir un peu plus, Élisabeth II se souvient des mots qu'elle a prononcés il y a plus de 70 ans. Je servirai. Durant sa longue carrière de reine, beaucoup ont voulu décider à sa place. Personne n'y est jamais parvenu. Et cela ne va pas commencer. Boris Johnson, Andrew, Harry, les hommes passent avec leur orgueil aveugle. Elle reste. Abdiquer? Jamais. Et après, comment succéder à une légende vivante, à cette femme qui a dompté l'histoire? Charles tout d'abord, William ensuite, le petit George un jour, devront relever ce défi, peut-être impossible. Que Dieu leur prête force. God save the Queen.